À être bon dans tout à la fois, à mon avis, c'est très difficile. Les gens veulent des photos, des vidéos, des visites 3D. Et là, j'ai eu des frissons. J'ai dit, voilà, c'est exactement ça que les gens veulent. Quitte ton boulot, vends tous tes meubles, prends ta valise, un billet d'avion, puis ah ouais, vas-y. Bonjour Steve, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Justin, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc Steve, toi tu es vidéaste, entrepreneur et j'aimerais bien un peu que tu nous parles aujourd'hui de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, mon nom est Steve Racine, je suis le président fondateur de la société SpinCV. Au fond, SpinCV, on est un job board, un site de publication d'offres d'emploi, mais qui fait différent des sites, tous les sites qui sont sur le marché. Donc nous, on préconise la vidéo, la photo, la visite 3D, le drone, pour que vraiment les gens puissent magasiner un emploi. Puis la compagnie, ça fait 4 ans que ça existe, bientôt 5, mais on est dans la V2 de la compagnie. La V1 était complètement quelque chose d'autre, fait qu'on a décidé de se lancer du côté vraiment visuel parce que ça n'existe pas encore ici en Amérique du Nord. Au début, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu la chance d'habiter en France pendant plusieurs années. J'ai habité également en Chine pendant plusieurs années. Et quand en Chine, on a décidé avec ma femme de revenir s'établir au Québec, je me suis dit, eh merde, je vais devoir me trouver un boulot. Et j'ai envoyé en 3 mois environ 600-700 CV. Et je ne parle pas d'application, là. Vraiment, trouver les noms de compagnies, les adresses email et les envoyer. Et là, je me suis dit, hey, pourquoi pas créer une compagnie qui aiderait les gens à mass-emailer leur CV. Donc, un profil, upload de CV. Nous, on a une base de données de 3, 4, 5 000 compagnies. Ils décident dans quelle région et dans quelle industrie et ils mass-emailent leur CV. Parce que vous savez, l'adage de 80% des offres d'emploi qui ne sont pas publiées est vrai. Parce que les compagnies les publient souvent sur leur site web, mais ne paient pas pour certains postes pour les mettre sur les sites de publication d'offres. Donc, nous, on avait créé une base de données avec toutes les adresses génériques des compagnies, HR, ou job, etc. Et on le donnait gratuit aux compagnies. La leçon que ça m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais rien donner de gratuit parce que la perception est mauvaise. C'est comme si les prix ne sont pas assez élevés. Donc, très peu de compagnies ont décidé de s'enregistrer. Et de l'autre côté, nous, on chargeait 6 $ aux chercheurs d'emploi pour envoyer jusqu'à 500 CV. Mais les gens ne sont pas habitués de payer pour ça, même si c'était que 6 $. Okay. Donc, ça a plus ou moins bien marché. Puis pour la petite histoire, c'est qu'un jour, ma femme, elle a eu une entrevue dans une compagnie que je ne nommerai pas. Et quand elle est revenue de son entretien, elle a dit « Jamais je vais travailler là ». J'ai dit « Ah bon, pourquoi? Les gens ne sont pas gentils ». Elle dit « Non, elle dit, ils sont hyper gentils, mais elle dit « Il y a des problèmes ». Elle dit « De un, c'est une compagnie, leur bureau, il n'y a pas de bureau. C'est comme une grande cafétéria, c'est des tables de cafétéria, il n'y a pas de place à signer. C'est extrêmement bruyant. » Et elle a demandé à la personne, mais quand on a des appels à faire, parce que ma femme est en contrôle interne, quand on a des appels à faire, qu'est-ce qu'on fait? Le type, il dit, il faut monter 3 étages plus haut, réserver une mini-cabine, mais il dit, les cabines sont toujours réservées, donc il dit, moi et l'équipe, on perd pas de temps. On va dans le stationnement souterrain et on fait nos appels à partir de nos voitures. Fait que ma femme a dit, non, jamais je vais faire ça. Et c'est elle qui m'a dit, si j'avais pu voir leur environnement avant d'envoyer mon CV, j'aurais pas perdu de temps et eux non plus. Et là, j'ai eu des frissons, j'ai dit, voilà, c'est exactement ça que les gens veulent. Ils veulent voir les environnements avant de décider d'envoyer leur CV. Au fond, c'est autant du côté chercheur passif pour aider les gens à découvrir des compagnies, mais aussi les compagnies de se mettre de l'avant. Parce que moi, on a des clients, c'est des magnifiques compagnies, c'est des compagnies, les gens sont extrêmement gentils, ils ont des bureaux de fous, ils ont des activités, on a même un client qui a une pompe à bière. Okay. Il permet aux employés de prendre c'est sûr, ils contrôlent un peu, mais de prendre une bière de temps en temps dans la journée. Ça attire énormément de gens, mais sur une offre écrite, ça ne passerait pas. Donc, c'est pour aussi aider les compagnies à se faire valoir, mettre leur ambassadeur de l'avant, mettre leur avantage, tout ce qui est impossible de faire sur les sites traditionnels. Je donne toujours comme exemple, est-ce que quelqu'un aujourd'hui achèterait une maison avec une description PDF d'une page de la maison? C'est impensable. Les gens veulent des photos, des vidéos, des visites 3D. Google Earth, ils veulent savoir tous les hôpitaux, si c'est proche, les écoles, quel type d'école et tout ça. Mais encore en 2021, dans notre industrie, les offres, c'est que des offres écrites. Donc nous, on veut amener ça dans un autre niveau pour vraiment avoir du visuel pour aider les compagnies, mais en même temps, ça aide les chercheurs d'emploi. Donc les personnes peuvent voir grâce à la vidéo qui sont les équipes, où est le lieu de travail et d'autres avantages qui seront difficilement
transmissible par l'écrit tout simplement. Exactement. Par exemple, pour nommer une compagnie, McDonald's, bon, tu connais McDonald's et tu connais Burger King. Si je te demande aujourd'hui, c'est quoi la différence entre travailler chez McDonald's et Burger King? Je ne saurais pas te la dire. Exactement, mais il y en a beaucoup de différences. Mais les gens ne le savent pas parce que les gens disent, bon, faire des hamburgers, c'est faire des hamburgers. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est ça que nous, on cherche à démontrer. Quand on a décidé de changer l'orientation de la compagnie, je me suis dit, ben, je vais embaucher quelqu'un pour faire ça, puis la personne le fera. Et quand j'ai regardé la personne travailler avec les équipements, la caméra et tout ça, je me suis dit, hey, ben, ça serait cool d'avoir, par exemple, un deuxième angle de caméra, ça ferait plus professionnel, mais je ne veux pas en payer deux pour faire ça. Je me suis dit, ben, tiens, je vais le faire moi-même. Donc, je suis arrivé un peu complètement par hasard. Okay. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, comme tout le monde. Et je me suis dit, hey, ben, finalement, j'aime ça. Et là, acheter une caméra, acheter un trépied, acheter un des premiers spots de lumière, les premiers micros. Les micros sont passés bons, les deuxièmes micros, les troisièmes micros, etc. Donc, je me suis découvert un peu une passion parce que c'est sûr, il faut aimer ça. Puis, je continue toujours d'apprendre. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un monde qui évolue extrêmement vite. Ça change, juste à voir le nombre de caméras qui sort sur le marché. C'est de l'équipement qu'une fois que c'est ajusté, ben là, c'est tout le côté humain qui ressort. Puis c'est cette partie-là que j'aime beaucoup aussi, de pouvoir aider des gens à s'exprimer, à se mettre de l'avant et à vraiment montrer qui ils sont ou qui la compagnie pour laquelle ils travaillent est. Ben, je dois dire que je suis chanceux parce que dans mon environnement, dans mon entourage, j'ai des spécialistes qui ont fait ça et qui font ça encore comme carrière. Donc j'ai eu beaucoup d'aide. Mais c'est sûr que je suis pas encore à l'aise. J'ai encore beaucoup à apprendre. Manipuler une caméra, c'est un métier en tant que tel. Manipuler l'éclairage, c'est un métier en tant que tel. Le son, c'est un métier en tant que tel. Donc, être bon dans tout à la fois, à mon avis, c'est très difficile. Mais, tu sais, je suis un peu tiraillé dans tout ça parce que j'aime ça, mais je gère une compagnie en même temps qui commence à grossir beaucoup. Donc, éventuellement, je pense que je vais être obligé de me détacher un peu de ça, que je vais y aller juste par plaisir de temps en temps. Donc, je te dirais que j'aime ça. J'apprends ce qu'il y a à apprendre de base pour être fonctionnel, pour aider la personne qui fait nos vidéos présentement. Mais je ne crois pas que moi, de mon côté, ça va être ça ma carrière. Côté business, c'est sûr que, on est dans une ère que c'est cool d'être entrepreneur. Moi, quand j'étais jeune, on me demandait à moi ou aux autres enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis là, tout le monde disait je vais être pompier, je vais être policier, je vais être astronaute, etc. La génération après, les gens disent moi je vais être acteur, je vais être célèbre et tout ça. Et là, cette génération-là, je veux être entrepreneur. Donc, c'est malheureux et c'est le fun qu'il y a des gens qui veulent partir des entreprises, mais c'est extrêmement difficile. Moi, ça va faire bientôt 5 ans que la compagnie existe. Ça fait 5 ans que je n'ai pas de salaire. Il y a deux types de business que je considère. Il y a la business petite, c'est pas péjoratif, mais des business locales, etc., que oui, il faut apprendre quand même un peu la comptabilité et tout ça, et que ça peut venir un petit peu plus gros, mais que ça ne deviendra pas énormément plus gros. Et il y a l'autre côté, comme nous, c'est le marché dans lequel on est qui nous oblige à être gros, parce que les gens veulent du trafic. On a des clients qui ont des postes à Toronto, à Vancouver, on en a un qui a des postes en Asie, mais on n'est pas en Asie. Donc, éventuellement, il faut que la compagnie prenne une ampleur internationale. Et là, de prendre une ampleur internationale avec 3 ou 4 employés, c'est impossible. Même si c'est une compagnie web, SAS, il faut être physiquement présent pour faire les tournages, etc. et tout ça. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il y a des gens qui me disent « Ah, toi, t'es chanceux, t'as ta compagnie. » Je dis « Ben, il n'y a pas vraiment de chance là-dedans. » Puis ils me disent « C'est quoi le meilleur conseil que tu me donnerais pour partir de ma compagnie? » Ben, faites-le, tout simplement. Okay. Faites-le. Il y en a qui, tu sais, on entend les histoires de Mark Zuckerberg ou tout ça qui sont devenus milliardaires en 3 ans, mais ça, c'est 1 sur 50 millions de personnes. Moi, toutes les amis, les connaissances que j'ai qui ont parti leur compagnie, très rarement quelqu'un a démarré une compagnie, puis pouf, au bout d'1 an, la personne était extrêmement riche et populaire et tout ça. C'est très difficile. Les ventes, c'est très difficile. Moi, j'ai toujours dit que sans vente, il n'y a pas de compagnie et les gens minimisent la portion vente. On vit dans un monde de communication. Donc, approcher des clients, c'est extrêmement difficile parce que toi, quand tu approches un client, tu es peut-être le 60e dans les 2 derniers jours qui ont approché le client. Peut-être que ce que tu fais est complètement différent, comme nous. On n'a pas vraiment de compétition parce qu'il n'y a pas d'autres compagnies qui font comme nous. Mais comme dit un de mes mentors, il dit on est une pépite d'or
dans un gros tas de sable. Donc, comment refaire sortir la pépite? C'est des essais-erreurs. On envoie un email, on envoie une vidéo, on change le email, on a un contact, on a une référence, etc. Puis tout d'un coup, quelqu'un nous découvre et ils font « wow ». Donc, il y a quand même une éducation à faire. Je donne toujours comme exemple Uber. Tout le monde connaît Uber aujourd'hui, mais peu de gens savent que Uber, ça a pris 6 ans avant que ça démarre. Les gens se disaient, ma génération par exemple, ma mère me disait, embarque pas dans l'auto d'un inconnu. Là, tout le monde se disait, mais qui va embarquer dans l'auto d'un inconnu et qui va embarquer des inconnus dans son auto? Ça a pris du temps, une ville, 2 villes, 3 villes, puis aujourd'hui, les gens ne se posent même plus la question. Donc, c'est de là que nous, on veut en arriver, de se dire, aujourd'hui, quand quelqu'un cherche un emploi, qui va dire à la compagnie, non, moi je n'envoie pas mon CV, vous n'êtes pas sur Spin CV, je veux voir avant ce que vous faites, parce que le monde est en train de shifter. Moi, dans mon temps, quand on envoyait notre CV, c'est les compagnies qui disaient, envoie-nous ton CV, puis on va voir si on va te rencontrer. On va voir. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est les compagnies qui veulent recevoir des CV, c'est les gens qui disent, pourquoi je t'enverrais mon CV? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as de particulier? Pourquoi je travaillerais chez vous? Et comme on est avec que des offres écrites, c'est très difficile pour les compagnies, d'où les problèmes de recrutement que le monde vit en ce moment. La personne qui m'aide, mon mentor, c'est quelqu'un qui est à la retraite maintenant, qui a été président d'une compagnie, qui a été coté à la bourse pendant plusieurs années. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience. Même moi, j'ai 46 ans. On ne peut pas tout savoir. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est comme notre bébé. On est tellement dedans. Puis on vit des frustrations parce que, par exemple, moi, je me dis, mais c'est tellement bien ce qu'on fait. Pourquoi j'ai pas plus de clients? Pourquoi les gens disent pas oui tout de suite? Puis là, on s'embarque dans ces idées-là et ça prend toujours quelqu'un pour nous grounder, pour nous dire, mon mentor me répète souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça m'aide de ce côté-là à me grounder, à me calmer, puis à avoir des conseils aussi. En me disant, non, Steve, fais pas ça, réponds pas ça. Puis ça fait peut-être 15 ans, je le connais, Claude, qu'on s'est connus par référence, etc. Et c'est lui, quand je lui ai présenté ma compagnie, qui m'a dit « Wow, ce que tu fais est fantastique, moi c'est l'avenir, je veux embarquer, je veux t'aider. » Donc c'était d'un accord mutuel parce que je pense pas que, malheureusement, de trouver des coachs sur Internet que vous connaissez pas, qu'il n'y a pas d'affinité, puis que ça prend un moment avant d'être confortable avec quelqu'un. Claude, il ne se gêne pas pour m'appeler puis me dire « Hey, le clown, pourquoi tu as fait ça? » Puis brasser un petit peu, et c'est ce que ça prend aussi. C'est vraiment ça, le côté mentor. Fait que c'est quelque chose que je suggérais aux gens, de trouver quelqu'un dans le domaine, qui connaît le domaine, puis éventuellement donner des références aussi. Claude était dans le Québec Inc., donc il connaît pratiquement tous les présidents de compagnie, les VP et tout ça. Donc ça fait toujours des bonnes références, et ça donne de la crédibilité à l'entreprise également. À tous les gens, que ce soit vous partiez un dépanneur ou tout ça, trouver quelqu'un qui est dans le domaine, qui amène des nouvelles idées, parce que nous, on est tellement dedans des fois que on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Les compagnies qui fonctionnent, ça prend du temps. Puis même si tout le monde vous dit non, il faut continuer de pousser, il ne faut jamais lâcher, persévérer, exactement. C'est la façon. Moi, j'ai eu la chance d'habiter, même moi, je le dis, d'habiter à l'international. Puis j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, mais t'es chanceux, t'as habité à Paris, comment t'as fait ça? » Je leur dis « Mais c'est hyper simple, il y a un secret. » Les gens disent « Ah oui, c'est quoi le secret? » Puis quitte ton boulot, vends tous tes meubles, prends ta valise, un billet d'avion, puis ah ouais, vas-y. « Ah mais non, mais je peux pas faire ça, j'ai une maison, j'ai... » Ouais, mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur de foncer, puis surtout de persévérer. Parce que il n'y a pas personne qui va vous appeler en disant « Hey, j'ai vu que tu t'es parti une business, si je te donne 200 000 ça te plairait? » Ça n'existe pas. Ça existe dans les films, mais pas dans la vraie vie. C'est sûr que le réseau, c'est extrêmement important. C'est aussi un aspect qui est assez négligé par la majorité des gens. Il y a le côté réseau, là je parle plus pour faire des ventes, business development, faire des cold calls, etc. tout ça. Mais le côté réseau, ça amène plusieurs choses. Ça peut amener des ventes, ça peut amener des mentors, ça peut amener des rencontres qui vont donner des rencontres parce que moi, j'y vais pas de la façon de penser que cette personne-là, comme par exemple, je te connais, que grâce à ce que je te connais, je vais faire des ventes ou etc. Mais peut-être parce que je te connais, un jour, tu vas me présenter quelqu'un qui va me présenter quelqu'un d'autre, puis que là, cette personne-là va pouvoir apporter quelque chose. Donc moi, j'ai quelqu'un qui a toujours maintenu son réseau. Dans mes contacts téléphoniques, j'ai peut-être 800-900 personnes que régulièrement, au moins une fois par année, ils entendent parler de moi, que je maintiens, mais c'est de façon naturelle, bien sûr, parce qu'il ne faut pas justement rester enfermé.
et faire nos choses tout seul. Le réseau est quelque chose que malheureusement est négligé et où que les gens ne pensent que tu peux rien m'apporter, je te parle plus, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Ça, je trouve ça dommage et c'est, encore une fois, c'est quelque chose que les gens ne pensent pas vraiment. Moi, j'ai plein de gens que j'ai rencontrés dans ma vie que des fois je vois sur LinkedIn qui ont changé de travail et tout ça. Puis que je dis, hey, je pourrais l'aider, mais que ça fait 5 ans que la personne ne me parle plus, pas méchamment, mais juste parce qu'il n'entretient pas son réseau. Ben, je ne suis pas nécessairement poussé à vouloir donner du bénévolat à tout le monde. Donc je me dis, ben, tant pis pour lui, mais j'aurais pu l'aider. Donc c'est pour ça que je trouve ça important de maintenir un réseau. Réponse plate, en me plantant, en me trompant. En parlant avec un client, puis quelqu'un a dit non, mais ça n'a pas de sens ce que vous dites. Là. Pourquoi? Non, mais pourquoi on ferait ça? Genre, ah, vous avez raison, pourquoi on ferait ça? Donc, c'est au fil du temps, c'est moi, par exemple, les plans d'affaires, je crois pas à ça, mais pas du tout. Pas du tout. Puis on a négocié pour la première version de la compagnie avec des investisseurs, des firmes de VC, que votre plan d'affaires n'a que 22 pages. C'est évolutif. Comment je peux savoir dans 2 ans que ça va être exactement ça notre service, qu'on ne va pas avoir changé des choses? C'est sûr et certain que si vous lancez une compagnie pour produire quelque chose de physique, faire des stylos par exemple, bon, votre équipement va changer, mais ça va rester un stylo, fine. Mais dans un domaine comme je suis, l'humain étant ce qu'il est, l'humain évolue tout le temps, l'humain change, etc. Juste à regarder les chaînes YouTube, par exemple, regarder des vidéos d'il y a 7 ans versus des vidéos que la même personne fait aujourd'hui. Ça a été évolutif et je suis sûr que vous parlez à cette personne-là, il y a 7 ans, il n'y avait aucune idée qu'elle allait en arriver là aujourd'hui. C'est se lancer puis être à l'écoute, surtout être à l'écoute. Parce que des fois, on pense qu'on a une idée géniale, sensationnelle, comme ma première version de compagnie, que je crois encore que c'est bon, mais que dans la mentalité des gens, payer 6 $ pour se chercher un emploi, ça passe pas. Et donner quelque chose de gratuit aux compagnies, les compagnies se disent, si c'est gratuit, je ne l'achèterai pas. Puis j'ai quelqu'un de la SAQ, justement, qui m'a donné une analogie en me disant, imagine la SAQ, tout d'un coup, fait une pub en disant, hey, on a un super bon vin avec de cépage XYZ, puis on le vend que 75 sous. Est-ce que tu vas acheter la bouteille ici? Non, c'est sûr, absolument pas. Mais si on dit, on la vend 17 $, mais elle en vaut 30. Oh, wow! Et peut-être que la bouteille vaut 1 $. Donc, c'est vraiment le côté perception. Ce qui est difficile aussi de la stratégie de prix, c'est extrêmement difficile parce que si on donne un prix trop bas, les gens disent « Oh, c'est bas, c'est cheap ». Si on donne un prix trop élevé, ben là, ils disent « OK, ça a du sens, mais donne-moi toutes tes références ». Puis là, c'est une nouvelle entreprise, ils disent « Ah, vous allez être les premiers. » On va faire « Attends, moi je suis le premier, tu me charges tant », mais donc il faut vraiment jongler là-dedans, puis il faut être flexible et encore une fois à l'écoute. Parce qu'on a des clients chez nous on a maintenu des prix, mais ça a été, comme je disais, d'essai-erreur, de dire à des clients, on a des clients qui ont ri quand on a dit notre prix en disant « OK, il n'y a rien là, c'est pas cher, mais ils ne sont jamais venus chez nous. » Et on a d'autres clients qui nous ont dit wow, « Vous êtes bien trop cher, jamais je vais payer ça de ma vie. » Donc, c'est vraiment très difficile, le temps de bâtir la marque. Un jour, quand on atteint une base de clients suffisante, là, on va pouvoir éventuellement se permettre pas d'être indépendant, mais de se dire, ben c'est ça le prix. Si toi, tu ne veux pas payer ce prix-là, ben, les 5 autres en arrière vont le payer. Donc, un jour, quand tu décideras, ben, tu viendras chez nous. Mais ça prend des années avant d'arriver. Puis malheureusement, les gens ont cette perception-là dès le départ, souvent, de dire, ah, je vais charger ça, j'ai besoin de 100 clients, je suis millionnaire. Non, c'est pas comme ça. Je vous le dis d'avance, là, les publicités sur Facebook en disant, faites votre premier million en 3 mois, là, si c'était vrai, la personne ne vendrait pas des cours. La personne ferait des millions et des millions au lieu de vendre des cours. Il n'y a personne qui va dire oh, non, moi, au lieu de faire 1 million, je vais faire 100 000 $ par année pour aider les gens. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Donc, c'est de là la mauvaise perception que je parlais un peu plus tôt d'être entrepreneur, que c'est cool et que c'est facile, et etc. Ça remonte un petit peu de loin peut-être parce que de base, moi, je suis une personne différente, dans le sens que j'ai jamais rien fait comme tout le monde. J'aime tout ce qui est différent, comme par exemple, si j'ai le choix d'acheter des batteries pour un écran de caméra, au lieu de prendre des batteries noires comme tout le monde, je vais prendre des batteries rouges. J'ai mon fil de micro, je vais le prendre rouge au lieu de le prendre noir comme tout le monde. Et je l'ai vécu personnellement
quand je me cherchais un emploi. Donc, il y a cette partie-là qui vient de moi, qui a toujours essayé de regarder un petit peu sur le chemin de côté que de faire comme tout le monde. Et si je peux conseiller, j'ai lu un livre dans ma vie qui s'appelle La stratégie Océan Bleu, Blue Ocean Strategy, que justement explique qu'il y a les océans rouges où les requins, tout le monde se bat pour des questions de prix, etc. Et il y a des compagnies qui découvrent un marché parallèle qui sont les seuls pendant un certain temps, mais que ces compagnies-là ont toujours l'esprit d'innovation. Donc, ils vont toujours réussir à se démarquer. Donc, ça a été un peu sur cette base-là qu'on a fait ça. Mais malheureusement, dans ce livre, il y a un truc qui n'explique pas. C'est que, comme c'est nouveau, tout le monde en a peur. Donc, c'est là un peu, bon, là qu'il faut creuser un peu plus loin. Puis, surtout dans le domaine que je suis, bon, j'ai travaillé, ça fait plus que 20 ans que je suis dans le domaine du recrutement, donc j'ai tout vu ce que vous pouvez imaginer. Mais je me disais, tu sais, aujourd'hui, quelqu'un va acheter, bon, par exemple, une guitare. Comment les gens choisissent la guitare? Bien, ils vont sur YouTube, ils regardent des vidéos, ils regardent des gens qui l'ont acheté, qui disent « Ah, ça, c'est les positifs, les négatifs ». Ils vont voir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils prennent leurs renseignements ou la même chose pour acheter une voiture. C'est très rare que quelqu'un aujourd'hui va arriver chez un concessionnaire automobile en disant OK, ben, je sais pas quelle voiture que je veux, montrez-moi tout ce que vous avez. Non, les gens disent non, non, moi je veux une Ford, etc., parce que les gens sont renseignés. Dans le domaine du recrutement, ce renseignement-là n'existe pas encore. Parce que c'est que de l'écrit ou il faut que les gens aillent sur le site web de la compagnie, mais 90% des sites web section carrière de compagnie sont dépassés. Sont délaissés exactement. Donc, c'est un peu tout ça la stratégie pour dire on essaie de faire des choses différentes, mais ça prend du temps avant que ça devienne adopté. Donc, c'est de là la difficulté où beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se font dire non. Et je vais être très honnête, il y a eu 2 autres entreprises québécoises avant nous qui ont essayé d'amener de la vidéo au recrutement et les 2 sont fermés aujourd'hui. La raison principale, c'est que c'est la même chose que moi. Les gens n'étaient pas prêts, mais les entrepreneurs n'ont pas persévéré parce qu'ils se sont fait dire trop de non. Moi, par exemple, pour 5 clients, je vais recevoir peut-être 70 non. Mais après ceux qui m'ont dit non, on voit que d'autres clients ont joint et là, il y en a qui rappellent et ça s'enchaîne comme ça. Donc, c'est vraiment la persévérance pour un nouveau marché. Les gens sont devenus visuels, veulent se montrer. Regardez tout le monde sur Instagram ou sur TikTok. Même sur Facebook, les gens aiment ça se mettre de l'avant. Donc, c'est en prenant ça aussi qu'on amène ça au recrutement pour mettre les gens de l'avant professionnellement. Donc, moi, dans ma tête, c'est impossible qu'une compagnie dise, ça arrive, qu'ils disent « Ah non, 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 faut absolument pas montrer nos bureaux, nos gens, non, 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 non. » Ça m'est arrivé une fois qu'une compagnie m'a dit ça, mais je dis « Mais vous avez des problèmes de recrutement? » Des énormes problèmes de recrutement. C'est ça, exactement. Nous tous, êtres humains, si moi je te dis, hey, on a une super belle cafétéria. Je vais me faire une belle image de quelque chose et quand je vais arriver, je suis comme, ça n'a pas de rapport. C'est ça, mais si tu la vois en visite 3D par exemple, parce qu'on permet, on l'a fait pour des clients qui se promènent et disent, oh, wow, ouais, c'est vraiment une belle cafétéria. Dans notre domaine, oui, on fait des vidéos professionnelles pour bien faire paraître les gens, mais on a un service aussi qu'on appelle chez nous les Job Stories. C'est comme les stories d'Instagram, c'est qu'on permet aux gens de prendre leur téléphone, de se filmer, de dire hey, « regarde, ça c'est l'équipe ». Parce que, par exemple, mettons une compagnie cherche un comptable pour gérer l'équipe. Mais la personne qui lit l'offre se dit « OK, mais attends, il y a combien de monde dans ton équipe? C'est qui les gens dans ton équipe? Est-ce qu'il y a des CPA ou est-ce que c'est juste des étudiants? C'est du temps partiel? C'est quoi l'équipe? » Parce que moi, je gère une équipe de 12 personnes. Je ne veux pas me trouver avec une équipe de 1 personne. Ou c'est ce que je veux parce que j'ai trop de gens. Donc, ces gens-là vont dire ah, trop de questions et on ne peut pas appeler un recruteur parce que si tout le monde se met à appeler les recruteurs, ça ne finira plus. Mais imaginez si la compagnie prend le téléphone et dit hey, regarde, ça c'est l'équipe, il y a 3 personnes, etc. Puis ils montrent, ça serait ton bureau fermé, puis ça c'est la vue du pont Jacques-Cartier que tu as. Les gens vont faire oh, wow, c'est exactement ça que je cherche. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, c'est pas ça que je cherche. Ben voilà, personne perd son temps. Donc personne ne va prendre une demi-journée de vacances pour aller à une entrevue, refaire son CV, puis après ça refuser l'offre de la compagnie parce que, comme c'est arrivé pour ma femme, elle n'avait pas vu d'avance. Seulement qu'une. Allez, on va aller avec je suis autodidacte un peu, puis on apprend au fur et à mesure, mais c'est des trucs aussi bêtes que plus de batterie. Commence à tourner, la caméra, boum. Oups, j'ai oublié de charger la caméra. Ou oublier de l'équipement, parce que nous, on se déplace chez les gens, on n'a pas de studio chez les compagnies. Donc, commencer à filmer, comme je dis, la batterie, plus capable de filmer.
bon, il faut attendre 1 heure, brancher la caméra. Ou sur des enregistreurs de son, c'est des batteries 2A. Être obligé de prendre la voiture, aller courir dans un dépanneur pour trouver des batteries. Puis de se rendre compte qu'on a oublié de l'équipement, ça arrive tout le temps. De dire « Oh merde, il est où le micro? Oh non, on n'a pas oublié le micro. » Et là, ça m'est arrivé pour un client qui est à 1h30 en dehors de Montréal, de dire « Oh non, j'ai pas le micro, mais mon caméraman associé avait son Rode qu'il a pu mettre sur le dessus de la caméra, il l'approchait assez et corrigeait un peu le son. » Mais on apprend, puis bon, on apprend, c'est aussi bête que de se faire. Maintenant, j'ai une liste. J'ai une liste que je coche, est-ce que j'ai chargé, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. Et aussi, dans le sens de ne pas oublier, parce que nous, quand on fait les entrevues, on prend une photo, on veut prendre des photos des personnes au lieu de faire un screenshot pour mettre en thumbnail sur notre site. On oubliait tout le temps de prendre des photos. Donc, sortir une photo d'une vidéo, c'est pas mauvais non plus, mais c'est toujours mieux de prendre les gens qui sourient. Donc là, je me suis fait des notes, OK, il ne faut pas oublier que la personne dise ça, qu'on fasse ça, etc. Mais on apprend, hein, on apprend. Ou de dire, une fois, c'est arrivé qu'on est obligé de retourner, filmer, parce que je n'avais pas appuyé sur le bouton record. C'est aussi bête que ça. Moi, je pense que j'ai appuyé et j'arrive à la maison, la carte SD, il n'y a rien dessus. On faisait des angles de vue, une angle de vue, mais la deuxième angle de vue, on faisait un peu comme tout le monde en parle, on filmait le moniteur. Donc lui filmait le moniteur, moi je filmais direct. Donc, il me dit, ben, il faut y retourner. On ne peut pas faire une entrevue en filmant un moniteur, ça a l'air fou. Donc, plein de petits trucs comme ça, mais on apprend. Puis, ça arrive même aux professionnels. Mais plus on se trompe, plus on se fâche, plus on fait attention. Donc, exactement, le meilleur tu deviens, en fait. Suggestion de base des listes à cocher, aussi simple que ça, de dire de ne pas oublier de charger les trucs, etc., etc. Mais justement, comment tu deals quand tu arrives dans ce genre de situation, ta caméra n'est pas branchée, qu'est-ce que tu fais, comment tu deals avec eux? Ben, quand c'est arrivé, moi je suis quelqu'un de l'autodérision. J'ai dit au client, j'ai dit c'est lui le professionnel, moi je suis l'amateur, parce que je suis l'amateur, j'ai plus de batterie, faut revenir. Le client, ah ok. Mais donc les gens sont quand même assez réceptifs. En disant « Ah, ben oui, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. » Ou « Ah, ok, parce que je me sentais trop nerveux, revenez dans une semaine, etc. » et tout ça. Les gens ne savent pas les spots, les caméras, les ajustements. Donc, quand on arrive, souvent, ça les impressionne. À date, là, tous les tournages qu'on a fait, on n'a jamais tourné à un endroit que les gens étaient là « Je connais ça, je connais ça. » À date, on a 3 types de personnes. On a les gens qui se disent « Ah, je suis gêné », puis qui vont parler pendant 8 minutes sans arrêt. Puis on leur dit « OK, c'est assez. » Vous dites « Ah bon, j'ai trop parlé. » On a les gens qui sont un peu rigides, mais ça finit par sortir quand même. Et on a les gens on a fait un tournage une fois. C'était incroyable. La personne n'était même plus capable de dire son nom en regardant la caméra. Le type commençait « Oui, bonjour, je m'appelle. » Comment je m'appelle? Là, nous, on dit, il blague. Non, ça a duré une 40aine de minutes comme ça, qu'on a réussi à prendre des petits bouts coupés pour ramener ça à une vidéo de moins d'1 minute. Lui, c'était impossible, figé, mais complètement figé. Puis par la suite, on lui dit, ouais, mais est-ce que tu as un compte Instagram? Ah oui, sur Instagram, ça me gêne pas, mais là, avec une vraie caméra, ça... Mais c'est arrivé une fois sur, je sais plus combien de tournages. Hein. Ben, écoute, je dirais... la première recommandation, c'est que peu importe ce qui arrive, c'est de le faire, de ne jamais abandonner, même si ça prend du temps. La deuxième chose, ce qu'il y a de bien dans ce qu'on fait, c'est que les vidéastes, par exemple, quelqu'un pourrait prendre sa caméra puis aller voir le magasin du coin, la boulangerie du coin, puis dire, regardez, je vous le fais, là, laissez-moi, on fait des B-roll, comme on appelle, faites du pain, je vous filme, puis faire des montages incroyables pour avoir quelque chose à montrer. Parce que je me suis rendu compte, notre premier client, ça a été le client le plus difficile à avoir. Parce qu'il me disait, mais montrez-moi ce que vous faites. On n'a rien à vous montrer, on ne l'a jamais fait. Oh! Vous ne l'avez jamais fait, moi, personne ne va être le premier, personne ne va être le premier test. Donc, ce qu'on a fait finalement, on a pris quelques compagnies, puis on leur a dit, on vous le fait gratuitement. Laissez-nous faire. Puis on dit, OK, pas de problème. Parce que, bon, le réseau, justement, je connaissais des gens. Donc, je dirais de se monter quand même un catalogue, entre parenthèses, pas faire 2000 vidéos gratuitement, mais d'en faire quelques-unes. Puis si la personne est talentueuse, ben wow, puis les gens vont voir ça, wow. Puis c'est sûr qu'il y a tout le côté aussi web. Le côté référencement, apprendre le SEO. Parce que, tu sais, c'est pas parce que vous bâtissez un site web sur Wix que vous mettez vos exemples de vidéos, puis vous vous croisez les doigts en disant « Ah, j'ai des clients qui vont me contacter directement. »
Non, malheureusement, ça n'arrive pas. Donc, il faut toujours en faire plus, en pousser, apprendre, comme je disais, le SEO, des fois mettre des transcripts si vous faites des vidéos pour que des mots-clés sortent sur Google, que les gens puissent vous trouver, faire une chaîne YouTube, donner des conseils. Moi, j'ai quelqu'un d'autre, un autre ami qui est présent un peu pour m'aider, puis il me dit toujours, Steve, ton meilleur contenu, là, tu ne le vends pas, tu le donnes gratuitement. Fait que les gens, comme je dis, vos meilleures vidéos, vos meilleures prises de vue, vous les montrez le plus possible. Puis les gens vont dire, waouh, s'il est capable de faire ça ou s'il sait faire ça, le reste doit être incroyable. C'est comme ça qu'on est en tant qu'humain. Donc, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de compétition dans la vidéo, on ne se le cachera pas. Vidéo, photo de mariage, vidéo de mariage, etc. Il y a une compétition incroyable. Donc, il faut se démarquer, il faut se sortir du lot. Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc, si vous êtes déjà démarré en tant que vidéaste, puis vous n'arrivez pas à avoir des clients, c'est que vous faites comme tout le monde. Faites différemment. Faites des choses différentes. Faites parler de vous. Faites n'importe quoi, mais faites des choses différentes que d'autres n'ont pas pensé avant. Puis c'est avec vous, en vous démarquant de cette façon-là, là, ça va suivre. Écoute, je ne saurais pas quoi rajouter de plus. Je suis vraiment, disons, d'accord avec toi. C'est des conseils qu'on donne vraiment sur cette émission. Et je te remercie d'être venu, d'avoir partagé ton expérience. Et n'hésite pas à revenir de toute façon. Donc, si tu veux nous partager d'autres choses, d'autres conseils, ça nous fera plaisir. Parfait. Puis écoutez, si vous avez de vos auditeurs qui se cherchent un boulot, spincv.com. Excellent, vous savez où aller.